À 27 ans, Louis Sarkozy a fait ce que personne n'aurait osé imaginer. Lui, le plus discret de la famille, celui qui avait toujours refusé la lumière des plateaux et la brutalité des micros, celui qui avait grandi dans l'ombre immense d'un ancien président devenu une figure polarisante de la veuve République, lui, oui lui, vient de briser le silence. Un silence lourd, pesant, presque oppressant, entourant ce que Nicolas Sarkozy a réellement vécu derrière les murs de la prison de la Santé après sa condamnation judiciaire historique. Car lorsque Louis déclare « Voici ce que mon père a réellement enduré en prison », ce n'est pas une confession personnelle, c'est une déflagration politique. C'est l'ouverture d'une porte que l'État, les médias et même la famille Sarkozy avaient tout fait pour garder fermée. Une porte donnant sur la face cachée d'un ancien chef d'État incarcéré, situation inédite en France moderne, et sur la manière dont un homme habitué au palais présidentiel a été confronté à la réalité brutale de l'enfermement. Pendant des années, tout n'a été qu'ombre, supposition, rumeur, silence officiel. Mais aujourd'hui, à 27 ans, Louis Sarkozy a décidé de tout dire. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Pourquoi cette vérité, jusque-là gardée comme un secret d'État, refait-elle surface? Pour comprendre, il faut revenir en arrière, dans les heures les plus sombres de la famille Sarkozy, lorsque le verdict judiciaire est tombé et que la France entière a retenu son souffle. La chute d'un président, un événement sans précédent dans l'histoire de France. Peu de gens, même parmi les plus grands analystes politiques, avaient anticipé un scénario aussi dramatique. L'incarcération d'un ancien président de la République, figure clé de la droite française, acteur incontournable des années 2000, homme d'influence internationale. Et pourtant, cela s'est produit. Lorsque Nicolas Sarkozy a été condamné dans l'affaire des écoutes, puis dans d'autres dossiers, une onde de choc a traversé le pays. Certains y ont vu un triomphe de la justice républicaine. D'autres, un acharnement politique destiné à briser un homme devenu trop puissant. Mais au-delà des opinions, une vérité demeure. Nicolas Sarkozy a été le premier ancien président de l'histoire moderne française à vivre un enfermement pénitentiaire. Il n'a pas purgé une peine longue, mais il a passé assez de temps dans l'univers carcéral pour en ressortir marqué à vie. Et la famille Sarkozy, comme toutes les familles touchées par la prison, a vécu cette période dans l'angoisse. Louis, le fils cadet, celui qui avait toujours entretenu avec son père une relation faite d'admiration, de distance et de profond respect, a été l'un de ceux qui ont le plus souffert intérieurement. Pendant des années, il a tout gardé pour lui, jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu mon père brisé. Le témoignage bouleversant d'un fils Louis Sarkozy n'est pas un homme bavard. Il ne cherche pas le pouvoir, ni la politique, ni les caméras. Il préfère les livres à la polémique, les réflexions philosophiques aux déclarations publiques. Et pourtant, c'est lui qui révèle pour la première fois ce que ses proches n'ont jamais dit. Il raconte les soirs où son père appelait, la voix fatiguée, plus basse que jamais. Il raconte les premiers jours derrière les barreaux, lorsque Nicolas Sarkozy, habitué au sommet de l'État, au tapis rouge, aux sommets internationaux, a dû s'habituer au bruit métallique des portes claquées, au regard méfiant des surveillants, aux règles strictes de l'isolement. Il raconte la peur, l'humiliation, la solitude. Il raconte que son père, pour la première fois depuis qu'il le connaissait, s'est senti vulnérable. Louis évoque un homme profondément atteint par la condition carcérale, un homme qui pouvait supporter la critique, l'insulte politique, mais la pression médiatique, mais qui n'était pas préparé à vivre ce que vivent des millions de détenus à travers le monde. La perte totale de liberté, la suspicion permanente, le temps étiré, la privation du regard des proches, et cette sensation étrange d'être coupé du monde réel. C'est un Nicolas Sarkozy que personne n'avait jamais vu. Un Nicolas Sarkozy dénudé, dépouillé de son statut, réduit à un numéro pénitentiaire, et c'est cette image qui a bouleversé son fils. Louis révèle des détails que la presse n'avait jamais obtenus. Il parle des premières heures, celles où son père a été placé en isolement pour prévenir tout risque d'agression. Mesure habituelle pour les personnalités publiques, mais terriblement violente pour ceux qui l'endurent. Il décrit la cellule, petite, froide, impersonnelle. Rien à voir avec l'aura d'un ancien président. Rien à voir avec l'homme habitué au bureau de l'Élysée, à la moquette épaisse, aux esquisses diplomatiques, aux conversations feutrées entre chefs d'État. Il évoque les repas pris seuls, le silence, la lumière artificielle constante, les rondes des surveillants, le claquement sec de la trappe de sécurité. Louis insiste surtout sur un point,
l'humiliation ressentie par Nicolas Sarkozy, humiliation que même ses pires adversaires ne lui auraient pas souhaitée. Pour un homme qui a gouverné la France, dirigé les services de sécurité, dialogué avec les puissants de ce monde, se retrouver enfermé représente un traumatisme profond. Non pas parce qu'il est au-dessus des lois, mais parce qu'il n'avait jamais imaginé être à ce point exposé, vulnérable, humanisé jusqu'à la douleur. Cette humanisation brutale, ou cette déshumanisation selon l'angle choisi, a bouleversé son fils. Un fils face à l'effondrement d'un père. Ce que Louis révèle n'est pas seulement la dureté de la prison, c'est la détresse émotionnelle d'un père qu'il croyait incassable. Louis raconte que, pour la première fois de sa vie, il a vu la peur dans les yeux de Nicolas Sarkozy. Pas la peur physique, mais la peur existentielle. La peur de perdre ce qu'il avait construit. La peur que son nom soit réduit à ses procès. La peur que l'histoire lui tourne le dos. La peur que ses enfants aient honte de lui. Louis dit clairement: ce qu'il a détruit n'est pas la prison en elle-même, mais ce qu'elle représentait. Elle représentait l'échec. Elle représentait la fragilité. Elle représentait l'idée insupportable que sa carrière, sa vie, ses combats seraient résumés à un dossier judiciaire. Pour Louis, entendre son père exprimer ce doute fut un choc. Il avait grandi avec un homme sûr de lui, charismatique, autoritaire, solide comme un roc. Voir ce roc s'effriter fut l'une des expériences les plus douloureuses de sa vie. Pourquoi Louis parle aujourd'hui? Une libération personnelle. Ce chapitre n'est pas seulement un récit, c'est un acte de libération. Louis Sarkozy a porté ce secret trop longtemps. Il a gardé pour lui des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter. Aujourd'hui, à 27 ans, il est devenu un homme. Et un homme ne peut pas construire sa vie sur des non-dits. Il parle pour protéger son père. Il parle pour rétablir ce qu'il considère comme une injustice. Il parle pour défendre la mémoire de ceux qui souffrent en silence. Mais il parle surtout pour lui-même. Pour ne plus être l'enfant silencieux d'un empire politique effondré. Pour devenir témoin, narrateur, héritier d'une vérité que la France doit entendre, qu'elle le veuille ou non. Louis ne se contente plus de raconter ce que son père a vécu dans la solitude froide d'une cellule. Il raconte ce qui s'est joué autour de cette cellule. Un théâtre politique invisible, bien plus complexe que ce que le public n'a jamais soupçonné. Pour la première fois, il dessine les contours d'une vérité que personne n'avait osé formuler. L'emprisonnement de son père n'a pas été seulement une décision de justice, mais un événement profondément politique, entouré de tensions, de stratégies et d'intérêts croisés. Louis commence par une réflexion que beaucoup d'analystes politiques se partagent désormais en silence. Nicolas Sarkozy, après avoir été l'un des présidents les plus actifs et les plus influents de la VE République, est devenu, dès la fin de son mandat, l'homme à abattre. Pour comprendre, il faut se souvenir de ses réformes ultra rapides, de son style de gouvernement hyper-présidentiel, de son interventionnisme agressif, de ses ennemis politiques accumulés au fil des années. Le pouvoir laisse des traces. Et le pouvoir dérange. Lorsque Sarkozy quitte l'Élysée en 2012, il laisse derrière lui des figures blessées, humiliées, écartées. Des magistrats qu'il avait publiquement critiqués. Des adversaires qu'il avait attaqués frontalement. Des journalistes qu'il avait accusés de partialité. Ses opposants étaient de nombreux, plus nombreux encore que ses alliés. Et selon Louis, cette réalité ne peut pas être totalement dissociée de ce qui s'est produit par la suite. Il raconte, avec une maturité surprenante, la façon dont son père redoutait ce retour de bâton institutionnel bien avant que les condamnations ne tombent. Nicolas Sarkozy savait que le système ne pardonne jamais aux présidents qui ont trop bousculé les équilibres. Louis dit même une phrase lourde de sens. « Papa avait peur, mais il ne voulait pas nous inquiéter. » Lorsque Nicolas Sarkozy était président, il n'était jamais seul. Des conseillers, des préfets, des ministres, des diplomates, des gardes du corps, des assistants, une armée l'entourait du matin au soir. Mais lorsqu'il a été condamné, tout le monde a disparu. Louis souligne que l'un des chocs les plus violents pour son père fut de constater la rapidité avec laquelle son cercle s'est évaporé. Ceux qui autrefois sollicitaient sa présence, ses recommandations, ses messages de soutien, se sont soudainement fait silencieux. Même certains alliés historiques ont gardé leur distance, non pas par manque de loyauté, mais par prudence politique. Louis dit qu'il a vu son père, pour la première fois, comprendre la réalité du pouvoir. On n'aime pas l'homme, on aime l'aura, et lorsque l'aura tombe, tout le reste s'effondre. Cette solitude, Nicolas Sarkozy l'a vécue comme une humiliation supplémentaire. La prison isole,
Les procédures judiciaires isolent. Mais rien n'isole davantage qu'une chute politique. Louis n'est pas un complotiste. Il choisit ses mots avec soin, avec prudence, avec finesse. Mais dans ses propos transparaît une idée puissante. Le traitement judiciaire de son père n'a jamais été totalement neutre. Il ne dit pas qu'il s'agit d'un complot. Il dit quelque chose de plus subtil, de plus inquiétant. Il y a eu des intérêts, des enjeux, des carrières à protéger, des équilibres institutionnels à maintenir. Et dans ce cadre, condamner un ancien président, surtout ce président-là, offrait un symbole fort, un symbole de justice implacable, un symbole d'indépendance du pouvoir judiciaire, un symbole de rupture avec un passé politique jugé trop tumultueux. Louis raconte qu'à plusieurs reprises, son père lui a confié se sentir instrumentalisé, exemplarisé, voire sacrifié. Non pas parce qu'il se considérait innocent de tout, mais parce qu'il voyait dans sa condamnation un message adressé à l'ensemble de la classe politique. Plus personne n'est intouchable. Et derrière ce message, certains y ont vu un risque. Louis, lui, y voit un mécanisme. Les interventions, les appels, les pressions familiales, Louis dévoile également un aspect plus intime. La pression psychologique exercée sur la famille Sarkozy durant cette période. Les appels incessants. Les journalistes campés devant les maisons, les messages anonymes, certains haineux, d'autres menaçants. Les proches qui tentaient de calmer la tempête. Les avocats qui demandaient de ne rien dire. Les amis qui donnèrent des conseils contradictoires. La famille vivait dans un état de siège émotionnel permanent. Mais c'est Louis qui a le mieux résisté, ou du moins qui l'a mieux caché. Il raconte qu'à cette époque, il dormait peu. Surveillait les réseaux sociaux en silence, lisait chaque article publié sur son père, analysait chaque attaque comme un stratège. Il n'avait que 20 ans à l'époque, mais il portait sur ses épaules l'attention d'un homme mûr. Et ce poids, il l'a gardé longtemps. Ce qu'il n'a jamais supporté. Voir son père humilié publiquement, Louis confie que ce qui l'a le plus marqué, ce n'est pas le jugement en lui-même, ni même les condamnations répétées. C'est la manière dont les médias ont traité son père. Les caricatures, les moqueries, les analyses moralistes, les débats télévisés où son père était réduit à une affaire. Louis dit clairement « J'ai vu des gens se réjouir de sa chute ». C'est quelque chose qu'un fils n'oublie jamais. Et à travers cette phrase, on comprend la profondeur de sa douleur. Ce n'était pas seulement une affaire judiciaire, c'était un lynchage symbolique. Un homme qui avait dirigé la France comme un général, qui avait affronté les crises mondiales, qui avait serré la main de chefs d'État, se retrouvait réduit à un sujet de débat public, un objet de sarcasme, un trophée de la justice. Louis ne l'a jamais supporté. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles il parle aujourd'hui. Pourquoi Louis révèle tout cela maintenant? Le besoin de mettre fin à une légende déformée. Louis affirme qu'il en a assez de voir autour de son père une image caricaturale, celle d'un président condamné, d'un homme politique corrompu, d'un symbole de l'échec moral de la droite. Il veut rétablir une vérité humaine. Louis dit « Les gens ne savent pas ce qu'il a vraiment vécu. On parle de la prison comme d'un titre de journal, pas comme d'une réalité. Il veut que la France voie autre chose. Un homme fragile, un homme blessé, un père qui a douté, un citoyen qui a souffert, un être humain confronté à ses limites. Ce témoignage est donc une prise de pouvoir symbolique. Louis refuse que les autres écrivent l'histoire de son père à sa place, une parole qui rompt l'équilibre politique. Le témoignage de Louis Sarkozy ne sera pas sans conséquences. Déjà, plusieurs personnalités politiques s'inquiètent. D'autres se demandent si de nouvelles révélations vont surgir. Certains voient dans cette sortie médiatique un risque d'ouvrir de vieux dossiers. Mais Louis ne cherche pas la polémique, il cherche la vérité. Et dans cette quête, il sait qu'il marche sur un terrain miné. Mais c'est un terrain qu'il accepte désormais d'assumer, par loyauté, par dignité, par amour. Il s'attarde sur un thème que Louis n'avait encore jamais abordé publiquement. L'héritage psychologique, moral et politique que cette affaire a laissé dans sa propre vie, dans celle de sa famille et dans l'histoire de France. Car cette histoire n'est pas seulement la déchéance d'un homme, c'est la transformation d'un fils, la fracture d'une famille, l'effondrement d'un empire politique, et peut-être même la fin définitive d'une dynastie qui, pendant plus d'une décennie, a façonné une partie de la politique française. Louis Sarkozy, qui a grandi sous les projecteurs d'une république turbulente, porte aujourd'hui un poids qu'il n'a jamais choisi, celui d'être l'héritier involontaire d'un chaos politique et judiciaire historique.
Le nom Sarkozy a longtemps été synonyme d'autorité, d'audace, de réformes rapides, de puissance politique. Mais depuis les condamnations de Nicolas Sarkozy, ce nom est devenu un champ de bataille symbolique. Louis raconte que, pendant des années, il n'a pas pu sortir sans entendre une remarque, un commentaire, une allusion. Certains lui disaient « Tu dois être fier de ton père », d'autres « Tu devrais avoir honte ». Et c'est là que réside le drame. Être le fils d'un homme admiré et détesté à parts égales. Louis avoue qu'il a longtemps hésité à changer de nom. Il ne l'a jamais fait par loyauté. Mais il confesse qu'il y a pensé souvent, comme on pense à une fuite impossible. Car un nom vous précède. Un nom vous juge. Un nom vous condamne parfois avant même que vous n'ayez eu la chance de montrer qui vous êtes réellement. Louis explique qu'il a vécu cette contradiction comme un piège permanent. Trop Sarkozy pour vivre dans l'ombre, pas assez Sarkozy pour avoir une influence politique, trop exposé pour être un simple citoyen, trop discret pour être un porte-parole. La fracture familiale, blessures invisibles entre frères, sœurs et ex-épouses. L'une des révélations les plus poignantes de ce chapitre concerne la famille elle-même. Car contrairement à ce que le public croit, les Sarkozy, malgré leur élégance publique, ont traversé une tempête familiale dont ils ne sont jamais sortis indemnes. Louis confie que la condamnation de son père a créé des tensions entre frères et sœurs, des incompréhensions entre les enfants et les ex-épouses de Nicolas Sarkozy. Des conflits silencieux sur la manière de gérer l'héritage moral du père, des divergences profondes sur la communication publique. Carla Bruni, très protectrice, voulait défendre Nicolas avec stratégie et calme médiatique. Jean, le fils aîné, voulait une défense plus politique, plus agressive. Pierre Sarkozy, plus discret encore que Louis, voulait rester totalement en retrait. Quant à Louis, il était tiraillé entre le besoin de protéger son père et celui de protéger sa propre santé mentale. Louis raconte des scènes dures, les dîners où tout le monde parlait du procès avec des voix tendues, les soirées où son père restait silencieux devant son assiette, les regards entre frères et sœurs qui ne savaient plus quoi dire. La prison n'a pas seulement brisé Nicolas Sarkozy, elle a fissuré tout le clan. Louis affirme qu'il y a encore aujourd'hui une partie de l'histoire que la France ignore complètement. Il parle de discussions secrètes entre avocats et juges, de décisions prises à huis clos, de rapports internes jamais publiés, de pressions indirectes sur des témoins, de réseaux politiques qui ont voulu exploiter la situation, de personnalités influentes qui se sont détournées de son père lorsque celui-ci est devenu toxique. Louis dit une phrase lourde de sens. « La France n'a peut-être pas condamné mon père, mais l'appareil autour d'elle, oui. » Une phrase vague en apparence, mais terriblement révélatrice. La dépression silencieuse de Nicolas Sarkozy, l'aveu bouleversant d'un fils Louis, aborde ensuite un sujet extrêmement sensible. La santé mentale de son père après sa sortie de prison. Il confie que Nicolas Sarkozy a traversé une période de dépression profonde, marquée par une perte de confiance, une fatigue écrasante, un retrait social, un questionnement existentiel qu'il n'avait jamais montré auparavant. Louis dit avoir vu son père passer des heures assis dans le silence, regard perdu, comme s'il revivait encore et encore les jours d'enfermement. Il raconte les nuits où il l'entendait marcher dans la maison, incapable de dormir. Il évoque les conversations où son père disait des phrases terribles du type « Je crois que tout ce que j'ai construit n'a servi à rien. J'ai l'impression d'être devenu un étranger dans mon propre pays. J'aurais dû comprendre que l'histoire n'a pas d'amis. » Louis avoue que ces phrases l'ont brisé. Pour la première fois, il a vu un homme qui avait dirigé la France se sentir inutile. Pour la première fois, il a vu un père chercher du sens dans un monde qui ne voulait plus de lui. C'est cette douleur immense qui a poussé Louis à sortir du silence. Pourquoi parler maintenant ? La réponse la plus honnête de Louis. Louis révèle enfin la raison profonde de son choix. « Je parle parce que j'ai peur que l'histoire efface ce que mon père a été réellement. » Il ajoute « Je parle parce que le silence fait plus de mal que la vérité. » Louis a compris une chose essentielle. Tant que personne ne racontait l'envers du décor, tant que personne ne disait ce que Nicolas Sarkozy avait réellement vécu, alors l'opinion publique continuerait de croire une version simplifiée, faussée, réductrice. Ce qu'il veut transmettre, ce n'est pas une défense technique ou juridique. C'est une vérité humaine. Une vérité qui dit que même les hommes de pouvoir peuvent tomber, qu'ils peuvent souffrir, qu'ils peuvent être brisés, et qu'ils méritent, eux aussi, d'être compris. La dernière révélation, ce que mon père a vécu peut arriver à n'importe qui. Le chapitre se clôt sur une phrase glaçante que Louis répète avec calme,
mais une gravité qui fait frissonner. Ce qui est arrivé à mon père peut arriver à n'importe quel citoyen français. S'il est tombé, ce n'est pas parce qu'il était coupable, mais parce qu'il était exposé. C'est une accusation à peine voilée, mais elle résume tout. Pour Louis, l'affaire Sarkozy n'est pas qu'un scandale judiciaire. C'est un avertissement national, un message effrayant. Tout système suffisamment puissant peut broyer un individu, même un ancien président. Et lorsqu'un fils comprend cela, il n'a plus peur de parler. L'histoire de Louis Sarkozy n'est pas seulement le témoignage d'un fils. C'est la confession d'un héritier qui porte sur ses épaules le poids d'une vérité longtemps étouffée. En révélant ce que son père, Nicolas Sarkozy, a réellement vécu derrière les murs froids de la prison, Louis a mis fin au silence, aux spéculations, aux demi-vérités. Il a offert à la France un éclairage humain poignant, indispensable. Derrière le nom Sarkozy, il y avait un homme. Derrière les procès, il y avait une famille blessée. Derrière la légende, il y avait une vulnérabilité que personne n'avait vue. Ce récit n'efface pas le passé, mais il répare une injustice morale. Celle d'avoir réduit un ancien président à un dossier judiciaire, sans jamais regarder l'homme détruit qu'il était devenu. Louis, en parlant, a rendu à son père une dignité que la tempête médiatique avait balayée. Et il a rappelé à tous que même les figures les plus puissantes peuvent tomber et souffrir en silence. Cette vérité, lourde mais nécessaire, restera comme un tournant dans l'histoire de la famille Sarkozy. Et elle interroge davantage encore que signifie la justice, le pouvoir, la chute, lorsque ce sont les proches qui en payent le prix le plus élevé. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Votre présence, votre lecture, votre attention signifient énormément. Chaque jour, je m'efforce de vous offrir des analyses profondes, des récits humains et des révélations exclusives qui éclairent l'envers du décor politique et médiatique. Si vous souhaitez continuer à recevoir des enquêtes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. C'est la meilleure manière de soutenir ce travail. En vous abonnant, vous recevrez des révélations inédites, des enquêtes narratives captivantes, des analyses basées sur 15 ans d'expérience journalistique, des histoires vraies, humaines et puissantes. Activez la cloche pour être averti dès la sortie de chaque nouvelle vidéo. Laissez un like si ce récit vous a touché, surpris ou fait réfléchir. Partagez votre avis dans les commentaires, vos mots comptent et je les lis tous avec attention. Merci du fond du cœur de faire partie de cette communauté engagée. À très bientôt pour une nouvelle enquête passionnante, intense et inoubliable.